Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui on va parler de vêtements qui me passionnent et plus particulièrement des vêtements d'Indiana Jones. Alors moi, parler des vêtements des héros que tu peux voir dans les films, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc surtout si ce format te plaît, mets-le en commentaire pour que je puisse savoir si je dois continuer ou pas. Bon, alors je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que sont les films Indiana Jones réalisés par Steven Spielberg, qui racontent les aventures d'un aventurier, archéologue qui est toujours à la recherche d'un artefact plus ou moins mystérieux ou magique. Mais si tu n'as pas vu les films, regarde-les, c'est vraiment une icône. Donc il y a eu 4 films. Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit, La dernière croisade et Le Royaume du crâne de cristal. Bon, en vrai, il y en a eu un 5e, mais vu qu'ils sont en 2020, je peux pas en parler, quoi. Tu les as tous vus, toi, en fait, ou pas? Ouais, j'ai tout vu. Ok. Alors, Indiana Jones, c'est vraiment l'aventurier au grand cœur, à tel point que sa tenue est devenue absolument iconique. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie de t'expliquer chacun de ses vêtements. Et d'ailleurs, on va commencer par l'un de ses vêtements les plus reconnaissables, ou plutôt l'un de ses accessoires les plus reconnaissables, puisqu'il s'agit de son fameux chapeau. Le chapeau d'Indiana Jones. Alors tu vois, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit, c'est bon, les recherches à faire sur le chapeau d'Indiana Jones, ça va être facile, ça va être simple, ça va être plaisant. Et qu'est-ce que je me suis planté, putain. En ce qui concerne le chapeau, tu n'imagines pas tous les débats enflammés qu'il y a. Ça concerne les différents types de fabricants en fonction des époques, ou les formes et les couleurs, c'est sans fin. Mais il n'empêche que c'est son accessoire le plus signature, comme son fouet. Mais t'inquiète pas, on va aussi parler du fouet. Alors tout l'enjeu de la costumière, c'est de trouver une forme reconnaissable. Alors en fonction de chaque film, les formes ont parfois très légèrement varié, mais elles viennent tous d'une seule adresse. La boutique Herbert Johnson qui fournit notamment tous les chapeaux des uniformes de la couronne d'Angleterre. Alors il y a un gros débat pour savoir si c'est le modèle dit australien qui a été choisi ou si c'est le modèle poète. La costumière du film, elle se souvient plus très bien, et le genre de la boutique, lui, il est pas d'accord avec elle, donc on sait pas. Alors comme tout chapeau haut de gamme, il est fait en feutre de lapin. Et là tu vas me demander, mais pourquoi du feutre de lapin? C'est une matière qui a plein de qualités. Ça tient bien dans le temps, ça résiste aux intempéries, c'est doux, c'est soyeux, ça garde bien sa forme. C'est une matière vraiment idéale et quasiment magique pour un chapeau. En tout cas, il y a une tonne de marques qui ont voulu reproduire ce chapeau et tu as même des fans, oui des fans, qui ont appris exprès à fabriquer des chapeaux pour avoir eux leur propre chapeau Indiana Jones comme Adventure Built. Et justement, les chapeaux Adventure Built, ils sont tellement cool que ce sont eux qui ont été choisis pour être dans le dernier épisode, Le Royaume du crâne de cristal. Mais vraiment, l'histoire de ce chapeau, je pourrais en faire un parlant vêtement entier là-dessus, tellement il y a eu des histoires, mais dans tous les sens. Entre les fabricants qui ont essayé de le faire, entre les baisses de qualité des répliques, entre les débats mais qui n'en finissent plus sur les formes et les couleurs, ou même avec l'histoire complètement dingue de ce fan qui en 2008 a affirmé posséder le chapeau original. Je te mets l'article qui raconte cette histoire en description. D'ailleurs, un des chapeaux du film a été vendu 450 000 € en vente aux enchères. C'est pas mal, hein. Le blouson en cuir d'Indiana Jones. Alors personnellement, quand j'ai regardé les films quand j'étais petit, c'est la pièce qui m'a le plus marqué. Et ce n'est pas un hasard parce que quand Spielberg et Lucas ont imaginé ce personnage, très tôt, ils avaient en tête ce blouson en cuir visuellement très fort et qui raconte beaucoup de choses. Tu vois, c'est une pièce, c'est masculin, c'est intemporel, c'est baroudeur et en plus c'est assez classe finalement. Alors la costumière derrière ce blouson en cuir, c'est Deborah Nadoolman qui a été choisie. Tout simplement parce que Spielberg était super content de son travail sur son film 1941. Contrairement à ce que je pensais, c'est un design qui a été créé de toutes pièces pour le film, mais en partant d'une veste en cuir de type A2, tu sais, c'est la veste en cuir aviateur très connue. La modification principale, c'est notamment qu'ils ont retiré les bords-côtes sur les côtés. Et c'est Wilson Leather, une marque de Los Angeles, qui a fourni les premières pièces en cuir sur lesquelles la costumière a pu s'amuser. Alors cette marque existe encore, mais franchement, leurs modèles actuels font pas rêver. Et cette politique de prix où il y a beaucoup de promotions tout le temps, moi ça m'inspire pas beaucoup de confiance. Alors le problème de ces vestes, c'est qu'elles ne se posaient pas correctement sur le revolver et sur le fouet au niveau de la hanche. Et le cuir utilisé réagissait très mal aux tentatives de vieillissement artificiel. Alors si tu veux mon avis, mon avis, ça veut dire que la qualité du cuir était pas terrible, tu vois. Bref, Indy avait besoin d'une veste en cuir qui lui permettait une grande liberté d'action dans les scènes d'action et un accès surtout facile et aisé à ses armes et son fouet. Donc ils sont repartis de zéro et ils ont fait appel à Behrmans and Nathans, là tu mettras le hashtag accent anglais, un costumier de Londres. Et après plein d'échanges, ils se sont mis d'accord sur un blouson. Mais alors là, il y a eu un micmac un peu bizarre. En gros, la costumière, elle a rencontré un mec qui s'appelle Peter Boatwright, qui lui fut présenté comme un employé de Behrman. Sauf que le Peter, lui aussi, il avait son petit atelier de fabrication de costumes pour le cinéma.
Et cet atelier-là, c'est Wasted Leather, et retiens bien ce nom. C'est donc eux qui vont récupérer toute la fabrication des vestes en cuir d'Indiana Jones, et ça tombe bien pour deux raisons. Ben, la première, c'est qu'ils sont spécialisés dans les costumes de cinéma, et la deuxième, c'est qu'ils sont aussi spécialisés dans le cuir, donc bon, ben c'est parfait. La vraie particularité de cette veste, ce sont les soufflets sur le côté, donc pour avoir de l'espace pour bouger, et avec ces petits ajusteurs. Alors on dit que la veille du tournage, Deborah a utilisé le canif de Harrison Ford pour racler la surface de la veste et pour la vieillir artificiellement, juste avant de s'envoler pour La Rochelle. Du coup, 10 vestes ont été commandées à la suite du proto validé. Et alors là, bah tu vois, j'étais très surpris que même eux, ils ont les mêmes galères que n'importe quelle marque, puisque la production qu'ils ont reçue n'avait pas tout à fait les mêmes caractéristiques que le proto validé. En gros, la taille des poches n'était pas tout à fait pareille, idem pour le col et les soufflets, et même sur les 10 pièces reçues du lot, bah, il y avait des différences entre elles, ce qui montre vraiment que le cahier des charges n'a pas été très bien respecté. Et ça, c'est pas bien. Alors du coup, ils ont recommandé 3 vestes pour les cascadeurs, et ils ont peint le zip d'une couleur bronze pour qu'il soit un petit peu moins brillant à l'écran. Alors concernant le cuir, c'est un cuir d'agneau qui a été utilisé, mais j'ai trouvé absolument zéro information sur la tannerie, et ça m'embête parce que j'aurais vraiment aimé savoir, mais chez qui est-ce qu'ils sont allés. Donc ça, c'était pour les aventuriers de l'Arche perdue. Et pour la veste du Temple maudit, alors là aussi, ça a été un sacré foutoir en ce qui concerne les différents modèles de blousons en cuir. En gros, je vais la faire très simple. Ils ont pris un fabricant qui s'appelait Cooper, mais il y a eu plein d'histoires sur le fait qu'il y avait des divergences sur la propriété intellectuelle du patronage. Il y a eu des divergences sur le nombre exact de vestes qui ont été commandées. Il y a même eu des vestes qui ont été paumées. Bon, bref, c'est un sacré foutoir. Et je pourrais là aussi faire un épisode entier sur le blouson en cuir du Temple maudit. Et pour ce film, ils ont dû utiliser des doublures en nylon, mais elles étaient tellement confortables qu'ils ont dû les remplacer en urgence par des doublures en coton. Et personnellement, je me demande ce que les fabricants avaient en tête pour mettre une doublure en nylon sur un blouson en cuir d'un film d'action qui se passe dans un climat tropical. Il y a vraiment un truc qui allait pas là. Pour la dernière croisade, ils ont retravaillé avec Wasted et c'est plus ou moins la même veste avec juste 2-3 petits détails qui changent. Alors ils ont modifié la poche intérieure pour qu'elle puisse accueillir le fameux calepin du père d'Indiana Jones. Ils ont allongé un tout petit peu le col et ils ont mis un bouton en haut et en bas du zip. Voilà. Alors pour le royaume du crâne de cristal, ça a encore changé. Ils ont fait appel à un type qui s'appelait Tony Nowak, qui était un mec de Los Angeles qui fabriquait des blousons en cuir. C'était le pote de Schwarzenegger et c'est d'ailleurs lui qui a fait tous les blousons en cuir de Terminator. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Pour la petite histoire, Tony Nowak, c'est un immigré polonais qui est venu à Los Angeles. Et il s'entraînait au Gold Gym à Venice Beach. Alors le Gold Gym, c'est une salle de sport absolument mythique où tous les plus grands bodybuilders et culturistes de tous les temps se sont entraînés. Voilà. Et c'est là qu'il a rencontré tout plein de bodybuilders qui n'arrivaient pas à trouver des blousons en cuir coupés pour eux. Et c'est donc là qu'il a commencé à faire des blousons en cuir qui leur fitaient correctement. Et c'est comme ça qu'il a démarré son activité. Alors il y a un problème, c'est que Tony Nowak, il est décédé en 2010 et que sa famille a décidé d'arrêter son activité parce qu'il trouvait que c'était pas assez rentable, malheureusement. Donc si tu veux le blouson d'Indy, il faut que tu ailles sur le site de Wasted Leather. Tu peux l'acheter en plusieurs cuirs, en plusieurs versions différentes. C'est du fabriqué en Angleterre apparemment, mais tu vois, il y a un truc que je comprends pas très bien. C'est pas cher du tout, c'est 200 pounds le blouson en cuir, mais pour du fabriqué en Angleterre, à ce prix-là, je sais pas comment ils font, vraiment. Soit ils sont très peu chers, ils margent très peu du fait que c'est un atelier qui vend directement à ses clients, ou soit il y a un truc pas très clair. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de pièce typiquement très casse-gueule. Parce que pour peu que tu le prennes une taille trop grande et que tu mettes une tenue absolument random en dessous, c'est-à-dire sans aucun intérêt, t'aurais une tenue vraiment pas terrible. Hein. En tout cas, moi je n'ai trouvé aucune tenue sympa avec ce blouson, à part quand évidemment c'est Indiana Jones qui le porte. Bah oui quand même. La chemise d'Indiana Jones. Alors cette chemise, c'est un design créé exprès pour Indiana Jones par Deborah Nadoolman, puis repris ensuite par Andrea Domentakis, une autre costumière. L'inspiration vient très clairement d'une chemise dite safari, donc elle est très claire pour être portée en plein soleil, et il y a des épaulettes et des poches poitrine. Petite originalité, il y a 2 bandes qui traversent la poitrine de haut en bas. Alors à quoi elles servent? Je sais pas. Moi je pense que c'est pour donner peut-être un truc un tout petit peu plus visuel à la chemise en fait. Finalement entre les films elle a assez peu changé, il y a un tout petit peu éventuellement la couleur des boutons qui a changé et c'est tout. Alors comme d'habitude il y a eu des débats interminables sur la juste couleur entre les différents films mais bon hein, ça... Alors moi cette chemise je l'aime bien. Autant sur le blouson en cuir je suis très réservé sur le fait de le porter dans la vie de tous les jours, mais cette chemise je trouve que dans une tenue estivale elle pourrait avoir toute sa place. Surtout si tu l'ouvres avec les 3 boutons détachés comme le fait Indy. Alors le truc marrant c'est de voir à quel point Indiana Jones la porte de plein de manières différentes dans tous les films. Il la porte évidemment sous son blouson en cuir mais aussi avec une cravate ou un nœud papillon.
Ça, c'est de la vraie chemise polyvalente, tu vois. Alors, le fabricant de cette chemise, c'était MBA Costume, mais bon, c'est une société qui a cessé son activité, et puis bon, le dirigeant, il est décédé aussi, donc bon... Alors, tu peux la trouver chez Magnoli, toujours Wasted Leather, ou encore de Todd's Costume. Todd's Costume, c'est vénère ce qu'ils font, hein. Ils font des répliques très haut de gamme des costumes de film, genre tu peux acheter l'armure de Gladiator et tout, mais ça coûte, c'est onéreux. Le pantalon d'Indiana Jones. Alors pour le pantalon d'Indiana Jones, j'ai été assez surpris, parce qu'autant sur le chapeau, il y a des histoires interminables dans tous les sens et des débats non plus quoi savoir en faire, mais sur le pantalon, en fait, bah, il y a pas grand chose. En fait, ils ont simplement pris des pantalons d'officiers de l'armée de l'air américaine de la Seconde Guerre mondiale. Alors le truc intéressant, et ça je m'y attendais pas du tout, c'est que c'est un pantalon qui est en laine. Ouais, même quand il est dans les déserts, il porte un pantalon en laine et pas en coton. Petit détail aussi, il y a un ourlet dit militaire, c'est-à-dire que le pantalon est un petit peu plus long au niveau du talon que sur le devant de la chaussure. C'est une petite coquetterie des costumiers. Alors comme pour la chemise, tu as Todd's Costume, Magnoli et Wasted Leather qui en proposent, mais le problème c'est que je regrette un manque flagrant de transparence. Il n'y a rien sur la laine, on ne sait pas d'où elle vient, ni son grammage, enfin on sait rien. Les chaussures d'Indiana Jones. Donc les chaussures d'Indiana Jones, c'est ce qui m'a donné envie de faire cet épisode. Et je vais mettre fin au suspense immédiatement. Il porte des chaussures des Alden 405. C'est un modèle qui est devenu mythique chez Alden, hein, ils le font toujours d'ailleurs. Et en fonction de la boutique dans laquelle Alden est distribué, ben souvent ils font des déclinaisons en série ultra limitée. La légende veut qu'au départ, il devait porter des Red Wings ou des bottes. Mais Harrison Ford, qui je le rappelle était charpentier avant d'incarner Indiana Jones, lui voulait vraiment porter ses chaussures de travail, donc ces fameuses Alden 405, parce qu'il le trouvait très confortable et très robuste. Alors pour l'anecdote, Harrison Ford il était charpentier de George Lucas d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, et c'est comme ça qu'il a eu la chance de sa vie que sa carrière elle a été lancée. Il y a eu un gros débat pour savoir si c'était le modèle 403 ou 405 qui a été utilisé, mais c'est bien le modèle 405. La différence, c'est le cuir. Et un cuir différent, c'est aussi une couleur qui parfois est un tout petit peu différente. Et les fans d'Indiana Jones, bah, tu commences à les connaître, ils adorent débattre sur la couleur d'un vêtement ou d'un accessoire en fonction de chaque film. Alors en France, entre la hype autour de cette marque et les taxes à l'import, tu vas douiller sévère hein, pour avoir une paire de Alden, c'est 600 € alors qu'aux États-Unis c'est 565 $. Alors Alden, c'est une marque qui a quand même 135 ans et qui symbolise plus que jamais le Made in USA. On pourrait faire sans problème un parlons vêtement entier sur cette marque, tant au niveau des formes et des largeurs qu'il propose. Alors on lui reproche aussi un montage très brut et un peu trop rustique au vu du prix. Et c'est un terrain très minier d'en parler, donc je vais pas y aller. Et puis c'est source d'échanges qui n'en finissent plus chez les passionnés. Et honnêtement, hormis ce prix européen, moi cette pompe je l'aime bien parce que c'est le summum de la chaussure décontractée, et vraiment intemporelle de chez Intemporel, hein. C'est une forme qui marchait très bien il y a 20 ans et je pense que c'est une forme qui sera toujours aussi juste dans 20 ou 30 ans. Donc là c'est un vrai investissement et si tu n'as pas de budget, à part de surveiller Le Bon Coin, Grailed ou Vinted, t'as malheureusement pas beaucoup de choix. La ceinture d'Indiana Jones. Bon, alors là c'est pas très compliqué, c'est une ceinture d'officier de la Seconde Guerre mondiale et il y en a pléthore, surtout dans les surplus militaires. Alors l'intérêt de ce type de boucle, c'est que ça permet d'avoir un serrage très précis. C'est très simple à fabriquer, donc peu coûteux. Alors je comprends bien l'intérêt de cette ceinture dans une tenue de cosplay, mais dans la vie de tous les jours, du fait de ce design très simple et limite un peu cheap, pour moi c'est une ceinture qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Vive les ceintures Cobra. La sacoche d'Indiana Jones. Alors cette sacoche, dans chaque film, Indiana Jones s'en sert pour transporter tout un tas de bricoles. Donc il transporte son arme, son carnet de notes, un artefact magique ou même une petite brosse. Cette sacoche, elle vient d'un surplus militaire et à la base, c'était une sacoche qui était destinée à transporter son petit masque à gaz tranquille au cas où il y aurait une attaque chimique. Point important, c'était une sacoche qui était autant utilisée par des civils que par des militaires. C'est une sacoche qui date de la Seconde Guerre mondiale, ce qui pose un petit problème d'anachronisme. Parce qu'en fait, Indiana Jones est censé l'utiliser en 1935, sauf que la production de cette sacoche n'a commencé qu'en 1940. Elle s'appelle le Haversack Mark VII. C'est comme le nom d'une armure d'Iron Man, je trouve. Alors pour le film, les costumières ont fait juste une toute petite modification. Elles ont remplacé la bandoulière qui était en tissu, elles l'ont remplacée par une bandoulière en cuir. Alors moi je pense que c'est pour le côté plus baroudeur, et peut-être pour éviter que ça s'accroche avec le blouson en cuir. Petit détail marrant, dans tous ces films, Indiana Jones porte sa sacoche en dessous de son blouson en cuir, et il n'y a que dans le dernier où il déroge à cette règle. Alors c'est un sac qui peut se trouver encore facilement en fouinant sur eBay ou dans les surplus militaires. Alors moi tu vois ce sac, je l'aime bien, parce que ça illustre bien le fait que les surplus militaires, tu peux trouver des petits sacs pas trop chers et assez stylés et très pratiques. Et enfin, le fouet d'Indiana Jones. Bah oui, c'est un accessoire qui compte, donc je dois en parler aussi. Hein. D'ailleurs, savais-tu que le claquement que tu entends lors d'un coup de fouet, c'est parce que c'est la lanière qui dépasse le mur du son. Donc oui, quand Indiana Jones se sert de son fouet, tu entends littéralement des bangs supersoniques. Donc c'est le fabricant de fouets, David Morgan, qui a fourni tous les fouets
pour tous les films, donc une trentaine au total. Et c'est sa série 450. Et oui, tu peux encore en acheter un si ça t'amuse. Alors comme il faut un cuir à la fois très résistant et très souple pour un fouet, on utilise du cuir de kangourou. Alors en France, tu as le site fouet-survie.com, donc ça s'invente pas, qui te propose quelques répliques pour quelques centaines d'euros si vraiment tu veux ton fouet. Alors par contre, fais gaffe à pas t'abîmer un œil en l'utilisant, la sécurité du pratiquant, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, j'espère que ça t'a plu de savoir comment Indiana Jones s'était habillé et pourquoi les costumières ont choisi tel ou tel vêtement. En tout cas, si tu as aimé, surtout dis-le moi en commentaire pour savoir si je dois continuer ou pas ce genre de petit hors-série exceptionnel. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à notre newsletter pour avoir encore plus de conseils. Moi, je te dis à très bientôt. Salut!